Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du XXIe siècle. C'est parti! C'est la rentrée et ici, dans Génération Parents, on le sait, qui dit rentrée dit aussi retour des questions sur les écrans. Premier téléphone, temps d'écran, réseaux sociaux, harcèlement en ligne, sécurité numérique, ce sont des sujets qu'on aborde souvent dans le podcast parce qu'ils nous concernent tous en tant que parents du XXIe siècle. Et justement, Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecté. Une série de vidéos sur YouTube super claires avec des parents, des ados, des experts. L'idée de ces vidéos, c'est d'aider à mieux vivre le numérique en famille sans culpabiliser. Je les ai regardées et elles sont vraiment bien faites. Alors, si ça vous parle, allez jeter un œil sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom ou directement via le lien dans les notes de cet épisode. Merci à Bouygues Télécom de soutenir Génération Parents. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Et cette semaine, j'accueille dans nos invités réguliers Amélia Matar, la fondatrice de Coloris et l'autrice de Les écrans, ça s'apprend. Salut Amélia. Salut. Et nous avons Mika, notre Jedi du jeu vidéo, senior game designer et enseignant dans les jeux vidéo. Salut Mika. Hello tout le monde. Et notre invitée spéciale cette semaine, c'est Florence Croix-Dieu, qui est la fondatrice et la directrice de Futur en Herbe, une pionnière dans l'éducation des jeunes aux enjeux de la transition écologique. Salut Florence, merci d'être avec nous. Salut tout le monde, merci de me recevoir. Alors, cette semaine, au sommaire, tout d'abord, une question d'actualité. La semaine dernière, il y a eu un rapport explosif sur TikTok et la santé mentale des mineurs. On va en parler ensemble et débriefer de ça. Ensuite, nous aurons le débat. Les jeunes sont-ils éco-anxieux, oui ou non? Puis, une astuce parentale pour réduire cette éco-anxiété. Et on finira, comme d'habitude, par notre quiz pour ne pas être un parent largué. Allez, c'est parti, on démarre avec l'actualité de la semaine. Alors, jeudi 11 septembre, un rapport très attendu a été présenté à l'Assemblée nationale, celui de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs qui était piloté par les députés Laure Miller et Arthur Delaporte. Son titre donne le ton quand le divertissement vire au cauchemar. C'est un rapport de 273 pages qui accuse TikTok d'exposer massivement les jeunes à des contenus toxiques comme l'automutilation, la désinformation médicale ou encore des violences. Un danger d'autant plus préoccupant qu'il touche des publics particulièrement vulnérables comme les ados. Le rapport déplore un manque d'études à grande échelle et souligne les effets dévastateurs bien identifiés sur la santé mentale. Et il y a dans ce rapport 43 recommandations, dont interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, instaurer un couvre-feu numérique de 22h à 8h pour les 15-18 ans, renforcer l'éducation au numérique dès la primaire, lutter contre les algorithmes d'addiction, et même envisager à l'horizon 2028 une interdiction totale pour les mineurs si les plateformes ne changent pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez, de ce rapport et moi, faut savoir que j'ai fait un petit post LinkedIn là sur le sujet vendredi qui a fait le méga buzz. Je pense que je tiens mon record de l'année là. Je suis à plus de 200 000 vues, 6 500 likes et presque 900 partages. Et alors, d'une manière générale, les gens disent tous oui, il faut réguler, c'est pas possible, etc. Mais évidemment, il y a quelques retours sur il est interdit d'interdire, nous devons éduquer.
Et donc je pense qu'il va y avoir quand même y avoir pas mal de discussions. Et alors j'ai été aussi faire un peu de veille sur les réseaux sociaux, enfin les sources d'actualité préférées des ados. Et notamment on voyait les lycéens qui étaient en mode: «Non mais attendez, qui c'est qui va vous êtes qui le gouvernement est pour me dire, si j'ai le droit d'avoir TikTok ou pas, sur mon téléphone?» Donc je pense que, la jeunesse va peut-être aussi, avoir des choses à dire, sur ce sujet. Alors, peut-être, Amélia, toi qui travailles justement sur l'apprentissage du numérique dès le plus jeune âge, est-ce que tu trouves les propositions crédibles? Est-ce que tu penses que, ça, oui, moi aussi j'ai le mien, j'allais en parler. Donc Amélia, elle vient juste de sortir, on fait instant pub, hein, Les écrans, ça s'apprend, un super livre pour tous les parents et les familles, où en fait elle parle justement de tout ça. Donc Amélia, qu'est-ce que tu recommandes, sans vouloir spoiler, tout ce qu'il y a dans ton livre? Oui, non, mais très clairement, globalement, moi, je suis plutôt, favorable, à ce que dit ce rapport, enfin, et plutôt en phase avec ce que dit ce rapport. Et c'est vrai que pour avoir une action concrète sur la société, ça passe par plusieurs facteurs, plusieurs leviers. Le premier levier, c'est quand même le levier, législatif, et je pense qu'il faut effectivement un message fort et un peu taper, du poing sur la table, et je trouve que l'interdiction, ça va dans ce sens-là, parce que, on observe des dérives qui sont, pertinentes et qui sont scandaleuses. Enfin, il faut qu'on agisse et qu'on agisse fort. Donc je trouve que l'interdiction, c'est quand même un message qu'il faut entendre. Mais c'est vrai, et le rapport le dit aussi, qu'il faut aller beaucoup plus dans, une éducation, une sensibilisation, un accompagnement des jeunes déjà, mais aussi des parents. Il y a un besoin aujourd'hui, d'accompagnement à la parentalité numérique qui est énorme. Les parents sont complètement paumés, il y a ce chiffre à 80 des parents ne savent pas ce que font leurs enfants en ligne. C'est quand même, hallucinant, enfin. On en a parlé un peu la semaine dernière, où je disais qu'il fallait peut-être un petit peu, aller voir, avec les enfin, regarder avec nos enfants, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils regardent, leur fil d'actualité, et c'est vrai que Bah oui. Et alors il y a la question effectivement, de s'intéresser au contenu en tant que tel, et donc en tant que parent, de ne pas être juste dans l'interdiction, mais aussi, être dans une forme de pédagogie avec son enfant vis-à-vis de ses contenus TikTok, mais aussi en tant que parent. Et là, je pense qu'il y a vraiment, une énorme marche à monter pour beaucoup de parents. Moi, la première, hein, je la monte tous les jours, c'est celle de l'exemplarité. Et nous aussi, on est, captifs de l'économie de l'attention. Nous aussi, on réagit aux notifications. Alors c'est peut-être pas TikTok, mais les autres réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est un rapport TikTok, mais il faut pas oublier que tous les réseaux sociaux, répondent à oui. des logiques, de captation de l'attention qui sont quand même plus ou moins similaires. Et donc, quelle exemplarité nous on endosse en tant que parents? C'est une vraie question, et je crois pas que le rapport en parle tellement, et je pense pourtant que c'est un point vraiment essentiel. C'est-à-dire que je vois mal le parent dire à son ado, «Non, c'est bon TikTok, on arrête», pendant que lui il est en train de scroller Facebook, quoi. Est-ce que vraiment, c'est crédible? Donc, je pense que cette question d'exemplarité parentale, elle est vraiment, majeure aussi. Ouais, elle est clé. Et de toute façon, enfin moi de ce que je vois là, par exemple, avec tous les commentaires que j'ai eu sous mon post, en fait, je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a pas une réponse à ce problème. Il est tellement énorme qu'il faut de tout. Il faut et de la réglementation et de l'éducation des enfants et de l'éducation des parents et de l'exemplarité. Enfin, c'est pas juste, parce qu'il y a ceux qui vont dire: «Ah mais c'est au gouvernement de faire quelque chose, c'est aux réseaux sociaux de faire quelque chose, c'est aux parents de faire quelque chose», et en fait, je pense que c'est à tout le monde et que c'est un vrai problème, de société. Moi, j'avais envie de t'interroger Mika, parce que je sais que, alors sauf si Florence, tu me dis que tu es sur TikTok, mais je crois que Mika, tu es le seul de nous 4 qui est sur TikTok. Ouais. Est-ce que toi, tu vois, parce qu'encore hier, la députée, disait, qu'elle avait fait des tests et qu'au bout de 5 minutes, elle voyait des choses, pas possibles sur TikTok. Est-ce que toi, tu vois des choses où tu te dis: «Ah mais attends, il y a des enfants qui ont accès, aux mêmes choses que moi et c'est pas du tout de leur âge». Moi, sur ma consommation, non, parce que je pense que j'ai entraîné l'algorithme à me proposer du contenu, qui me convient. Mais ça, OK. c'est parce que ça fait un petit moment que je suis dessus. Par contre, ça me fait penser à l'affaire, Portmanov, là, Jean Portmanov qui a été, lynché en direct. C'est sur la plateforme Kick. Alors je sais pas si le rapport, était prévu depuis longtemps ou si c'est cet événement
qui a Non, poussé à ça, mais ce rapport, c'était, il date d'il y a si enfin, ils ont commencé il y a 6 mois. ah oui, effectivement, lui, je crois, c'est il y a quelques mois, mais c'est un influenceur français de 46 ans qui est mort en direct pendant son live et il était lynché régulièrement. C'était en plus une personne en situation de handicap et se dire qu'effectivement, des enfants, avaient accès à ça, assez régulièrement. Donc effectivement, il y a ce truc d'être conscient, du type de contenu, et aussi des influenceurs ou influenceuses que suivent les enfants parce que, bah, ça c'est hyper grave. Autre chose que j'ai découvert, moi par exemple qui fais beaucoup de live TikTok, je ne sais pas, s'il y a des mineurs sur mon TikTok. Alors je crois qu'il y a une option, il faudrait que je regarde, mais potentiellement je peux avoir des mineurs sur mon live, sans être au courant et potentiellement aborder, des sujets des fois qui peuvent être un petit peu délicats pour un Mmh public mh. Mais ça, c'est un petit peu une plus jeune. question qui a été abordée, pendant les commissions, Mmh mh. d'enquête et notamment, la commission d'enquête enfin moi, j'ai regardé quelques-uns des entretiens, sur des influenceurs et notamment les influenceurs masculinistes et les influenceurs, porno. Oui, Il les mettait un peu face à leurs responsabilités en disant, «Mais vous vous rendez compte que ce contenu-là, vous l'avez poussé à des enfants?» et à chaque fois, la défense des influenceurs, c'était de dire: «C'est pas à moi de vérifier l'âge ouais. des personnes qui sont sur TikTok, c'est à TikTok de le faire». Et notamment Adrien Laurent, je crois, qui a été il me semble qu'il a été, interviewé, c'est peut-être pas le mot, mais par rapport au rapport, parce que c'est un gros influenceur, porno, effectivement, et qui suggère du contenu, à une cible qui est, potentiellement pas majeure, ouais. Ouais Je crois qu'il et l'avait voilà, avait lui, en fait, il rebalançait sur les réseaux ouais. sociaux et le truc, qui est dingue, dont je parlais, la semaine dernière, j'étais interviewée sur un autre podcast, et en fait, eux, les réseaux sociaux, ils renvoient la balle sur les constructeurs de téléphones Oui, ouais, et ouais. en fait, eux, ils disent, par exemple, Meta a fait une énorme campagne, au printemps pour dire, auprès de la Commission européenne, pour dire: «Ce n'est pas à nous de vérifier l'âge des enfants, c'est à, Apple et Android». De vérifier l'âge, donc en fait, tout le monde se renvoie la balle et Ouais, personne mettre n'est la balle, ouais. responsable de quoi que ce soit. Florence, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ce rapport TikTok, tout ça? Écoute, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Nous, on a eu un débat à table avec mon mari et mes enfants sur ce sujet-là hier soir. Parce que j'ai mon fils aîné qui a 17 ans, qui lui adore s'informer et alors d'ailleurs, ça pose aussi la question de comment tu t'informes quand tu as 17 ans et quelles sont tes sources et tout. Mais tu vois donc tous les jours à table, enfin avant de venir à table, il check un peu les infos et il adore amener ça en débat et donc hier soir, c'était sur ce rapport et tout de suite, le sujet qui a émergé, c'est: OK, donc on veut interdire ça, on veut poser, ces fondamentaux ou ces règles ou ces âges limites et cetera. Mais concrètement, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut l'imposer? Est-ce qu'on n'est pas dans l'effet d'annonce où on va dire, des choses, où il va y avoir du pour, du contre, des gens qui adhèrent quand même majoritairement, tu le disais au début et puis bon, toujours quelques critiques, mais est-ce qu'on va rester à l'effet d'annonce ou est-ce qu'on a les moyens de mettre en œuvre des politiques ou des mesures comme celle-ci? Et donc c'est posé, tu vois, on a brainstormé là-dessus, et on est arrivé à l'idée que, justement, peut-être l'un des seuls moyens de véritablement, interdire, par exemple, TikTok ou un autre réseau, à telle, tranche d'âge, et bien, c'est de vérifier par une pièce d'identité, l'âge. Ce qui est tu vois, ce qui est pas le cas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu Mmh. déclares, hein, que tu as tel âge ou tel âge. Si, tu es dans une famille où ça discute et où c'est ouvert, tu vas aller demander à tes parents: «Bon, j'ai pas l'âge, mais est-ce que vous m'autorisez à?» et puis je pense que dans plein de familles, ça se fait un peu en douce parce que, il y a pas forcément, on n'ose pas forcément quand on est ado, aller demander ces choses-là. Et donc, qui va demander la pièce d'identité? Qui va vérifier ça? Bah, il faudrait que ce soit, en tout cas, si on voulait vraiment mettre en œuvre ces mesures, il faudrait que ce soit ces réseaux. Mais comme tu viens de le dire, je ne pense pas que ce soit dans leur projet et qu'ils le feront. Donc, voilà, moi, ça me fait un peu peur, en tout cas, je rejoins ce que disait, Amélia, tu vois? Je pense qu'il y a des mesures qui sont vraiment pertinentes et que c'est vraiment important. Et après, bien sûr, il y a l'éducation, on va en parler tout à l'heure, qui est essentielle. Mais sur le côté un peu coercitif, moi, j'ai envie qu'on m'explique comment on va faire.
Alors, enfin, pour répondre à la question, la Commission européenne, en fait, c'était pas possible de regarder l'âge des enfants parce que la Commission européenne n'était pas alignée, et notamment les différents pays de la Commission européenne n'étaient pas alignés sur l'âge des enfants. Là, en fait, il y a eu un alignement et ça a été notamment porté par Clara Chapas, qui a été voir un à un tous ses homologues dans les pays européens. Et donc, depuis le mois de juin, la Commission européenne a accepté de déverrouiller ça sur lesquels ils n'étaient pas d'accord et de faire en sorte qu'il y ait une vérification d'âge qui soit mise en place. Ils ont sourcé un certain nombre de solutions. Et il y a un logiciel qui a été choisi. Et donc, il y a 5 pays de l'Union européenne, dont la France, qui vont pouvoir mettre en place cette vérification avec le logiciel qui va demander notamment une pièce d'identité. Et donc, il faut encore qu'il y ait des décrets d'application, etc., et que ça passe. Donc, il y a un petit... Mais en fait, il y a un logiciel qui a été choisi, 5 pays qui vont être pilotes pour l'Union européenne, dont la France. Donc, normalement, ça devrait aller très vite. Et je trouve ça pas mal qu'ils soient sur la carte d'identité parce que j'ai lu les retours de l'Australie. Et en fait, en Australie, c'est un un bazar pas possible parce que eux, ils font la reconnaissance d'âge avec un logiciel de reconnaissance faciale qui va déterminer ton âge. Et donc, il y en a qui se retrouvent à avoir l'âge et à pas pouvoir avoir accès à leurs réseaux sociaux, qui vont, tu vois, circuler. Il y avait un témoignage de quelqu'un qui disait: «Ah, il m'a fallu 45 minutes pour pouvoir avoir accès au réseau et prouver mon âge, etc., parce que le logiciel pensait que j'avais moins de 18 ans». Et donc voilà. Donc nous, au moins, ce sera pas sur la reconnaissance faciale, ce sera plutôt sur la carte d'identité. Mika, tu voulais dire quelque chose? Je veux dire, oui, que ça a déjà été mis en place, ça, sur certains sites pornographiques notamment. J'ai fait des recherches pour l'émission et effectivement, il y a de la reconnaissance faciale maintenant pour déterminer l'âge, pour pouvoir accéder à du contenu pornographique sur Internet. Voilà. Donc bon, on va, enfin voilà, enfin je pense que ça va, enfin j'espère que ça va être fait. Bon, évidemment, on n'avait pas prévu d'avoir encore un nouveau gouvernement, etc. Donc le calendrier législatif est encore bouleversé, mais j'espère que ça va vite être mis en place et que le pilote sera... Donc au moins sur ça, ça sera fait. Mais après, il y a tout l'autre pan d'éducation des enfants, des parents, de comment, ce qu'on disait encore la semaine dernière avec Axel de Saint d'Internet sans crainte, comment dompter l'algorithme. Enfin voilà, tout ça, il va falloir quand même voilà, faire de l'éducation parce que l'interdiction et la répression, ce sera pas suffisant. Donc Pas suffisant et puis en plus, moi je trouve que la répression quand il y a pas d'éducation, des enfants et aussi des parents, ça force à contourner. Enfin, un jeune qui veut, faire quelque chose et en particulier, tu vois, aller sur des réseaux et cetera, enfin faire quelque chose sur un outil numérique, ils ont une imagination de dingue pour trouver des moyens de contourner des interdictions sur des choses où ça leur semble pas fondé, parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment conscience de pourquoi ça a été mis en place, et cetera. Donc, je pense que ça va vraiment de pair. ouais. Ah, je vais vous donner moi l'astuce de mon fils pour que j'ai découverte il y a pas très longtemps parce que moi le seul réseau autorisé c'est YouTube. Et en fait, j'ai découvert que quand son temps YouTube était bloqué, il allait voir les vidéos sur Pinterest. Parce qu'en fait, toutes les vidéos YouTube débarquent sur Pinterest. Ouais, mais Donc voilà, ils ont, enfin voilà, ils arrivent à trouver des solutions. Ils sont très imaginatifs. Mika? Il faut dire qu'il a le droit de regarder que YouTube et que Génération Parent. Donc Oui. bon, forcément, il trouve des... Ah, Non, je voulais dire qu'on pouvait faire le même parallèle avec les jeux vidéo et sur l'éducation. On a déjà parlé plusieurs fois sur l'éducation des parents aux jeux vidéo et au contenu auquel les enfants ont accès dans le jeu vidéo, notamment avec tout ce qui est PEGI
tout ça et s'éduquer sur, à quoi jouent vos enfants, hein. Parce que des fois, on a, des enfants, qui sont en primaire et qui jouent à GTA, par exemple, parce que les parents ne connaissent rien. Donc, sur cette question de l'éducation des parents, on peut faire totalement le parallèle avec le jeu vidéo. Bah, j'aimerais bien qu'on fasse un sondage pour savoir le pourcentage de parents qui savent ce que c'est, PEGI. C'est un peu comme, Oui. j'ai eu la réunion parents-prof, d'un de mes fils la semaine dernière et la directrice, elle est arrivée en disant: «Bon, je suis censée vous parler du programme phare, mais vous savez tous ce que c'est, hein, donc c'est pas la peine». Et en fait, il y avait tous les parents qui étaient avec des gros yeux, genre, qu'est-ce que c'est? Alors bon, moi je le savais parce que voilà, je suis dans l'éducation, mais le programme phare, c'est le programme contre le harcèlement et je suis sûre qu'il y a je ne sais pas combien de parents qui ne savent pas que ça s'appelle comme ça et c'est pareil pour PEGI. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de parents qui aient compris qu'il y a, Une PEGI qui classification, leur la classification qui leur permet de savoir si le jeu est adapté à leurs à enfants ou l'âge de pas, leurs quoi. enfants. On fait un petit rappel, effectivement, vous avez PEGI 12, PEGI 16, tout ça et c'est basé à la fois sur le contenu que vous allez avoir dans les jeux avec différents, pictogrammes qui vous indiquent s'il y a de la violence, des gros mots ou des choses comme ça et aussi le niveau de difficulté du jeu. Donc normalement, c'est déconseillé en dessous de l'âge qui est précisé et il faut y être attentif, c'est fait pour ça. Voilà. Bon, allez, on va suivre tout ça, cette législation, etc. Mais maintenant, on va passer au débat. Donc, le débat, c'est les jeunes sont-ils éco-anxieux? On les accuse parfois d'être individualistes ou souvent d'être trop connectés ou déconnectés du réel, mais lorsqu'on les écoute, un message revient sans cesse, ils veulent sauver la planète. Mais Florence nous dit qu'on ne leur a pas donné le mode d'emploi pour le faire. Les 15-25 ans ont grandi dans un monde déjà abîmé, avec des canicules à répétition, des sécheresses, des incendies, des inondations, rapport du GIEC. Et ils ne savent pas forcément comment est-ce ils peuvent agir. Il y a 79% des jeunes qui déclarent que l'environnement est une priorité dans leur vie. 80% veulent être mieux informés, mais seulement 9% participent activement à une association écologique. Donc on parle aujourd'hui d'une génération à la fois engagée et paralysée qui souffre de plus en plus d'éco-anxiété. Alors comment les aider? Florence, c'est précisément le cœur de ton travail avec Futur en Herbe, rendre accessibles dès l'enfance les grands enjeux écologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta démarche et pourquoi l'éducation est selon toi la clé pour sortir de cette paralysie? Merci pour ce petit rappel. Les chiffres que tu as cités, ils sont issus d'une étude que l'ADEME a réalisée en 2023. C'est une très grosse étude qui est très intéressante. Je vous engage à la consulter. Elle est en libre accès. Il y a eu un volet quantitatif, donc qui a permis voilà, d'avoir les données que tu as communiquées. C'est une étude qui a été faite auprès des 15-25 ans. Ça, c'est important de le comprendre. Et il y a eu une étude Cali qui est allée voilà, creuser. Donc les études Cali, c'est plus dans la discussion, dans l'échange avec les jeunes et les parents pour comprendre certains phénomènes. Et en fait, c'est c'est très intéressant, c'est très inquiétant parce que au delà juste de chiffres où on se dit: «Ah oui, tiens quand même, il y a plein de jeunes, qui aimeraient être mieux informés, qui ont pas assez d'infos et cetera». Eh bien, le taux d'éco-anxiété qui a été mesuré dans cette étude, il est de 7,9 sur 10. Donc voilà, c'est ça encore une autre façon de voir les choses, mais voilà, c'est les jeunes, en majorité, les 15 ans et plus, sont anxieux. Alors qu'aujourd'hui, l'idée, de beaucoup de parents, même d'enseignants, c'est que on fait beaucoup, on en parle beaucoup aux enfants, aux jeunes et donc aujourd'hui, c'est OK. C'est un sujet qu'ils ont compris, avec lequel ils sont à l'aise et «job is done» entre guillemets, voilà. Et d'ailleurs, on a remarqué depuis 2-3 ans là, un recul de l'éducation et de la sensibilisation sur ces sujets. C'était un sujet qui montait en puissance. Nous, quand on a créé Futur en Herbe en 2018, 2019, 2020, on voyait qu'il y avait une prise de conscience, de la mobilisation de détails, il y a plein de choses. Et puis là, depuis 3 ans, c'est comme si c'était fait et qu'on pouvait passer à d'autres sujets, qu'on n'avait plus besoin de s'en préoccuper. Sauf que ce que dit cette étude, c'est que, les effets sont dévastateurs parce que du coup, les jeunes perdent confiance dans les institutions, qui à l'échelle d'une société quand même est un vrai sujet. Voient leur rapport au travail complètement bouleversé. Donc voilà, les jeunes veulent plus d'un emploi
qui a pas de sens, qui sert à rien ou, dans des secteurs qui vont être, ultra polluants. Donc ça va poser aussi des vrais sujets. Hem et surtout, ce qui est le plus paralysant selon moi, c'est, un sentiment, de fatalisme. C'est-à-dire que les jeunes dans cette étude nous disent: «1, c'est trop tard. En fait, le monde est fichu, c'est trop OK. tard». Hem et donc c'est dur quoi à 16 ans de di ou à 20 ans de Mmh. penser ça. Et ils nous disent aussi: «De toute façon, nous, on ne peut plus rien y faire. On n'a aucun moyen d'agir sur tout ça. On n'y est pour rien et on peut rien faire». Et ça aussi, c'est terrible parce que ça veut dire que tu as 18 ans, tu as 20 ans et tu penses que tu es parachuté dans un monde qui va très mal et dans lequel, de toute façon, tu ne vas rien pouvoir faire pour arranger les choses. Donc moi, je trouve ça vertigineux et cette étude, elle est sortie après que j'ai créé Futur en Herbe, 5 ans plus tard, mais en 2018, c'est toutes ces intuitions qui ont amené à créer, cette démarche d'éducation, au développement durable qui est, et ça c'est une conviction personnelle, hein, que je porte, mais qui est une éducation ultra positive, ultra engageante. C'est-à-dire qu'il faut leur parler de choses qui les concernent, à leur niveau. C'est-à-dire, bah, à 10 ans, tu vas pas aborder les choses de la même façon qu'à 17 ans. Et puis surtout redonner le pouvoir, c'est-à-dire leur montrer par des activités que, en fait, si eux, à leur échelle, ils peuvent déjà faire plein de choses et puis dans leur vie future, ils pourront faire plein de choses et faire plein de choses, ça ne veut pas forcément dire s'engager dans une asso ou avoir un métier qui va être green, mais ça veut déjà dire être un citoyen qui réfléchit, qui se pose des questions, qui a un esprit critique qui, développe sa propre opinion, qui est capable de débattre, d'argumenter et peut-être d'aller convaincre d'autres, et cetera, et cetera. Ça veut dire plein de choses et donc nous, on travaille beaucoup, sur, quelque chose que tu connais bien Solène, qui sont les compétences psychosociales, pour que tous ces élèves, en fait, ils développent, une petite boîte à outils, de compétences, d'envie pour changer le monde dans lequel ils grandissent et se dire qu'ils ont un vrai rôle à y jouer pour qu'il soit plus chouette et plus durable. Et alors, est-ce que tu as un exemple à nous donner, de ressources, que vous mettez à disposition? Alors je sais pas, peut-être que tu veux parler de ce que tu viens de lancer, 1 000 000 d'élèves, pour, 1 000 000 d'élèves formés sur, le numérique durable Ouais. ou Ouais, ou avec une autre plaisir. ressource? Effectivement, nous, historiquement, bah, on a beaucoup de ressources pédagogiques. On a des ressources, qui vont dans les clubs de loisirs, qui vont dans les ateliers du mercredi et cetera. Mais, il y a 2 ans, j'ai souhaité qu'on puisse développer des ressources pédagogiques pour les enseignants. Parce que je pense qu'en fait, c'est quand même là que les enfants passent, le plus clair de leur temps, à l'école. Et donc, que c'est très important qu'à l'école, en classe, il y ait des activités qui soient faites sur ce sujet-là. Alors bien sûr, il y en a, hein, mais q encore une fois, quand on regarde les chiffres, ça fait un peu peur. Il y a seulement 20 des enseignants, en France qui se sentent capables d'aborder le développement durable avec leurs élèves, Ah oui, donc c'est pas beaucoup, hein. c'est pas beaucoup, Et en non? fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est parce que dans la formation d'un enseignant, il y a pas de développement durable. Sauf pour ceux qui vont sur des masters 2, il va y avoir 1 heure consacrée à ce sujet-là. Donc tu imagines en 5 ans de formation, on va aborder le sujet pendant 1 heure. Voilà, donc forcément, ils se sentent pas, tu vois, outillés. Il y a bien évidemment pas de manuel puisque ce n'est pas une matière. Et donc, bah, tout ça, ça crée, quand même un grand vide, qui est d'autant plus bizarre que, le ministère de l'Éducation, lui, s'est saisi du sujet. Alors le développement durable, c'est présent dans les programmes depuis plus de 20 ans. Mais en 2023-2024, le ministère a publié un référentiel, différentes documentations, pour, vraiment se positionner sur, ce qu'il faut que les élèves découvrent, apprennent, explorent, pour tous les cycles. Donc, vraiment, des toutes petites classes, jusqu'au bac. Donc il y a tu vois, une espèce de volonté politique, mais sauf qu'on encore une fois, on ne donne pas les moyens. Donc il y a des effets d'annonce, mais concrètement, sur le terrain, ça ne se passe pas. Et donc nous, on a édité, l'année dernière, une première ressource et là une deuxième, qui sont des ressources qui s'appellent Mission Impact, et qui ont vocation à permettre aux enseignants,
aussi béotien soit-il, donc même si vraiment ils n'y connaissent rien du tout et qu'ils ont un peu peur d'aller sur ces sujets, ils peuvent utiliser cette ressource pédagogique. C'est hyper simple à utiliser et faire des activités en classe avec leurs élèves. Il y a des versions pour le CM2, le collège, le lycée et mener des projets en respectant la liberté pédagogique de l'enseignant. Donc certains vont faire un truc ponctuel, d'autres vont faire des projets sur toute l'année, mais ils ont une espèce de socle pédagogique qui a été conçu avec des experts, qui est hyper engageant pour les enfants, pour les jeunes, et qui leur permet, voilà, d'amener ces sujets en classe de façon, sécurisante pour eux en tant qu'enseignants et pertinente pour les élèves. Et donc effectivement, j'ai fait le choix, cette année de rendre ces ressources gratuites. Donc c'était la grosse annonce, la semaine dernière. Les ressources Mission Impact Énergie qui étaient, dans l'économie, du numérique éducatif, donc avec des licences annuelles, d'utilisation. Et bien, après 1 an, on avait 70 établissements. Donc c'est bien, hein, parce qu'une ressource qui se lance, souvent elle est dans moins d'établissements. Mais quand on se dit qu'on veut éduquer au développement durable, ça veut dire qu'on doit toucher tous les élèves. Donc 70 établissements, ça va pas du tout. Et donc, bah, on verra si j'ai raison, mais en tout cas, la solution que j'ai trouvée, c'est de rendre ça gratuit pour les établissements. On va aller chercher des financements, bah, des citoyens, des parents, de tous les gens qui pensent que c'est important et puis des grandes entreprises, puis des petites, des moyennes, enfin voilà, du mécénat, du don et on sort la question du financement de l'école, et dans les écoles, la seule condition, ça va être que l'école nomme un ambassadeur mission impact, qui soit un prof qui a envie, de porter un peu ce projet dans son établissement puisque, une fois que une ressource pédagogique est rentrée dans une école, l'enjeu, c'est qu'elle soit utilisée. Et donc, nous, notre retour d'expérience là de 18 mois, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit un peu le porte-drapeau, l'ambassadeur, et on va lui donner des petits outils. Là, on a déjà donné, une fiche pour la salle des profs, une fiche pour le CDI, une petite fiche pour les éco-délégués, pour créer une émulation dans les établissements autour du projet. Ouais, parce que l'usage, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je mettrai dans le lien d'épisode le lien vers la campagne de financement si vous voulez Merci. participer. Et puis je voulais ajouter de manière très concrète parce que moi, mon fils aîné a été dans les bêta-testeurs et donc j'ai vu un petit peu avec lui. Bah, par exemple, votre enfant, votre préado, votre ado va arriver, il a besoin d'un nouveau téléphone et ben, on va lui demander de faire des choix, il va être dans sa chambre, il va réfléchir à, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je rachète un téléphone reconditionné? Enfin voilà, pour vous dire que c'est vraiment des exemples très concrets de la vie quotidienne et de, comment est-ce que dans ma vie quotidienne, je peux, réduire, mon impact, Ouais, voilà, donc oui. c'est très pratique. Moi, je pense que c'est une clé pour, dans l'approche pédagogique pour que les enfants aient envie de faire ces activités. Alors, c'est en classe, donc de toute façon, on va pas forcément leur demander leur avis, mais ce qui est quand même important, c'est qu'ils adhèrent, qu'ils y prennent plaisir, qu'ils en parlent entre eux, que ça crée quelque chose chez eux et donc ça fonctionne, un peu comme un jeu vidéo, et avec des missions qui sont en lien avec leur vie quotidienne. Donc là, comme on parle aujourd'hui plutôt du numérique, responsable, donc nous, on est sous l'angle de la sobriété numérique, c'est-à-dire quel impact j'ai sur la planète quand j'utilise le numérique en tant que jeune et comment je peux, piloter cet impact? Parce que le discours, c'est pas: «Faut arrêter», enfin, en tout cas, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut vivre avec son temps, puis que les jeunes vont pas arrêter, sauf peut-être certains, d'utiliser le numérique. Mais par contre, c'est informer et leur permettre de se rendre compte que, en se posant des petites questions, en réfléchissant un peu à la question, ils vont pouvoir être beaucoup plus smart dans leur façon d'utiliser les choses et concilier leurs usages et leurs envies de jeunes avec le fait d'avoir beaucoup moins d'impact sur la planète. Et donc effectivement, les missions, c'est les 4 missions là qu'on vient de sortir, les 4 jeux, c'est, s'équiper parce que c'est, aujourd'hui, le l'impact environnemental du numérique, il est, sur ce sujet-là, hein, c'est principalement ça. Hem, Se divertir, donc les jeux vidéo en ligne, le streaming et cetera. Communiquer, donc les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure et puis les mails et tout ça, chez les jeunes, c'est principalement les réseaux sociaux et la dernière mission, c'est utiliser l'IA. Donc ça colle vraiment à ce qu'ils font, et à chaque fois, ils partent dans un parcours où ils vont découvrir plein de choses, plein d'astuces,
ils vont aussi se questionner, ils vont débattre, ils vont devoir, réfléchir à des solutions, et petit à petit comme ça, avancer dans, le fait d'acquérir, les capacités, de choisir finalement et de faire à leur manière. Mika, tu as une question pour Florence? Non, je voulais juste te dire qu'effectivement, c'est hyper intelligent d'utiliser ce qu'on appelle le serious game, hein, pour les personnes qui connaissent pas le serious game. C'est vraiment le jeu vidéo à portée éducative pour éveiller le conscience. Hein, je le répéterai jamais assez. Le jeu vidéo, première industrie culturelle au monde, près de 4 milliards de joueurs et de joueuses à travers le monde, qui va toucher principalement plus de 90% des 12-25 ans. Donc, c'est toujours le meilleur outil pour éduquer, pour sensibiliser, notamment les jeunes sur des sujets de société comme ça. Le jeu vidéo, ça offre un laboratoire virtuel où on va comprendre immédiatement les conséquences de nos choix. Ça éveille les consciences et voilà, c'est toujours un super outil, hein, pour éduquer, hein, forcément. Vous vous doutez bien de ce que je vais penser de ce sujet-là. Ouais et en plus, Minka, si j'ai le temps Solène de compléter ou? Ouais, ouais, Ouais oui, oui. et en plus, de mon point de vue, tu vois, moi j'ai découvert le numérique éducatif, on va dire il y a 3 ans, c'est-à-dire le fait que dans les établissements scolaires, aux côtés des manuels, il y a vraiment on connaît tous, voilà, l'ENT, hein, enfin tous les parents, c'est-à-dire, là où on va chercher, le devoir, les mots d'absence et cetera. Aujourd'hui, ça se fait, très, très majoritairement en ligne, en tout cas, dès le collège, dans le primaire, ça dépend encore. Hem et donc ça s'appelle un ENT, un environnement numérique de travail et ce que nous, on voit pas en tant que parents, c'est que, sur ces espaces, numériques, il y a plein d'outils pour les profs et ou pour les élèves. Et donc pour, des acteurs comme nous, c'est un super endroit pour, rentrer dans l'école, rentrer dans l'établissement scolaire. Parce que rentrer via des animations, on le fait, et puis on l'a tous fait, ici, Amélia avec Coloris, Solène avec Soft Kids et cetera. Mais c'est voilà, il faut un enseignant qui prend le temps, enfin ça peut être à grande échelle, mais pas aussi massivement que d'avoir un outil qui vient se plugger dans ce petit endroit de l'établissement où tous les profs, tous les jours, vont se connecter pour travailler. Et donc, nous, nos ressources Mission Impact, c'est assez fou, mais ce sont les seules ressources d'éducation et développement durable qui ont réussi à aller à cet endroit-là. Il y en a pour les maths, il y en a pour le français, il y en a pour les langues, il y en a pour plein de trucs, mais il y en avait pas pour le développement durable. Et ce qui est important pour les parents qui nous écoutent de comprendre, c'est que pour arriver à ce petit endroit, on est audité par le ministère de l'Éducation nationale. Donc en fait, c'est quand même des ressources qui sont, hyper safe, qui emmènent pas les enfants n'importe où, C'est pas heu, TikTok, quoi, c'est hein? pas Parce TikTok, voilà. on a Donc il y tendance a tout à un cadre, non, mais c'est un vrai non. sujet parce que encore, ce matin-là sur mon post sur TikTok, j'ai quelqu'un qui me disait: «Oui, mais bon, enfin, nos enfants, ils sont obligés d'aller sur des ressources numériques à cause de l'école». Donc voilà, comme on est obligé de leur donner un smartphone, et un ordinateur, pour aller voir, les devoirs à l'école et les ressources, numériques, ils se retrouvent après, sur TikTok et je disais à la personne qu'il faut franchement ne pas confondre une ressource numérique éducative et une ressource numérique récréative. TikTok, c'est du récréatif et toi, ce que tu proposes, c'est de l'éducatif et ça n'a rien à voir et il faut absolument, comme, on le dit, à chaque fois, regarder le menu, numérique de nos enfants et c'est pas du tout le même menu. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, petite, parenthèse. Amélia, dans ton livre, tu parles aussi de numérique, environnemental et développement durable. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'y consacre même un chapitre entier parce que ça me paraît tellement, primordial et tellement lié aux usages. C'est-à-dire qu'on voit bien que les usages les plus problématiques, bah, finalement, c'est aussi les plus polluants. Donc, de réguler ces usages, c'est aussi une bonne manière d'être, éco-citoyen en tant que jeune. Et ce que j'avais envie d'ajouter par rapport à ce que tu disais Florence et voilà, je vais totalement dans ton sens, c'est qu'effectivement, d'aller sur du ludique, d'aller sur du enfin, même si c'est, une application éducative, je pense qu'il y a un côté, plaisir pour te connaître, dans l'expérience que tu proposes aux enfants. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen aussi, un bon levier à utiliser, pour essayer de sensibiliser, essayer de mobiliser, les jeunes et leur redonner le sentiment, d'action sur ces sujets.
Et dans mon livre, dans le chapitre sobriété numérique, j'interviewe, un enfant. Dans chaque chapitre, j'interviewe un enfant et l'enfant de ce chapitre, c'est un jeune rappeur. Alors, à l'époque, il a commencé, il avait 9 ans, mais maintenant il doit avoir, 11 ou 12 ans et il rappe sur le climat. Il a pas mal de vues, hein, sur les réseaux et voilà, il s'est senti, complètement, happé par le sujet et assez angoissé justement, par cette question avec des parents qui sont quand même très, engagés sur ces questions et cetera et lui, bah, son levier d'action, ça a été, d'écrire, des petits raps qui sont vraiment hyper sympas. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que, bah, j'ai montré à mon fils, les vidéos et il passait à Paris, à l'Académie du climat, lors d'un événement un peu, festif et du coup, mon fils avait hyper envie d'aller le voir alors que le sujet climatique de prime abord, c'est pas, un sujet, qui l'intéresse comme ça très spontanément, même si c'est des questions qui, voilà, qui viennent le tarauder parfois. Mais là, voilà, le fait que ce soit lié à la musique, que ce soit un rappeur, qu'il ait vu ses vidéos en ligne qui étaient sympas et tout, bah, du coup, on est allé en famille, le voir rapper et ça me fait penser aussi à Mathilde Caillard, je sais pas si vous la connaissez? MC Danse, pour le climat, elle a un compte Non, Instagram, je connais pas. hyper, suivi. C'est, bah, c'est une, DJ qui fait, de la techno sur les questions climatiques. C'est génial et qui danse aussi. Elle danse, énormément et on la voit, quand il y a des, grandes mobilisations, des grandes manifs. Elle est, en tête, des manifs et elle danse, voilà, de manière hyper énergique et tout sur de la techno. J'adore ce qu'elle fait et pareil, on voit bien que, ce côté, bah, oui, engagé mais joyeux, bah, ça marche bien et je pense que c'est ça aussi la question, du développement durable et de Mmh. voilà, la transition écologique et pour sortir de ce catastrophisme qu'on ne peut que comprendre, hein. C'est vrai que des fois, c'est décourageant, mais de se dire qu'on peut réinventer des récits, c'est intéressant et d'utiliser les arts pour ça, ça me paraît, être un des meilleurs leviers, quoi. Oui, MC Danse pour le climat, allez voir, j'adore. Bah, merci beaucoup Amélia pour ces conseils. Bon, bah, ce qui ressort, de cette discussion, c'est que bon, bah, même si, les enfants ont un petit peu le moral, dans les chaussettes, par rapport à cette question du climat, mais j'ai envie de dire les adultes aussi, hein, bah, il y a des solutions, il y a des moyens d'agir. Ils ont juste besoin, bah, d'avoir, un cadre clair, d'avoir de l'éducation sur le sujet et de l'espace pour le faire. Le rôle de l'école est bien sûr central, mais les parents peuvent aussi aider à cette construction, de l'éco-citoyenneté et bah, vous êtes parent d'un enfant entre 6 et 15 ans, actif, débordé et vous voulez un quotidien beaucoup plus calme. En 6 semaines, avec ma formation Être parent au XXIe siècle, je vous aide à fluidifier le quotidien familial, gérer les écrans avec sérénité, accompagner les devoirs sans drame et répartir la charge mentale en famille. Tout ça en développant les compétences humaines de vos enfants. Des vidéos courtes, des outils pratiques, un soutien pour vous au quotidien. La formation est adaptée à votre rythme, elle est conçue pour les parents actifs. Alors rejoignez la Soft Kids Academy et faites la formation Être parent au XXIe siècle. Toutes les infos sont en commentaire de cet épisode. Pour voir comment est-ce qu'on peut être un citoyen écolo, on va passer à la rubrique questions de parents avec un parent qui nous dit que bah, il aimerait bien que, enfin, son enfant a envie de s'engager dans des actions écologiques, mais il a 12 ans et donc il ne sait pas trop vers quoi aller et que faire. Alors, est-ce qu'on a, nous, des idées à transmettre pour bah, s'engager alors qu'on n'a que 12 ans dans l'écologie? Est-ce que vous avez des Amélia, t'as des Je choses? crois que c'est ce week-end. Si c'est pas ce week-end, tu coupes. Mais ce week-end, je Donc crois il qu'il y a le rôle? World Cleanup Day Ouais. et la journée internationale de nettoyage de la planète et moi, je l'avais faite et d'ailleurs, je me suis dit en voyant passer la pub que je reproposerais bien cette année. Mais je l'avais faite à l'époque avec mon fils quand il avait 5 ans, avec tous ses copains. C'était incroyable. Ils étaient à fond. On avait nettoyé le bois, le bois qui est à côté de chez nous. Voilà, on avait regardé en ligne parce que tout est
est cadré. Ils expliquent comment il faut faire, comment faire aussi pour pas se mettre en danger, parce qu'il peut y avoir des déchets qui sont quand même très nocifs, surtout pour les petits. Donc on avait des gants, etc. On avait des pinces pour attraper les déchets et tout. Et ça a duré des heures et ils étaient hyper heureux de pouvoir faire ça. Et il me semble que c'est ce week-end. En fait, à Ouais, généralement, c'est partir en du septembre. 18, là, démarre, la semaine, du développement durable qui s'appelle la semaine, mais qui dans plein de villes va durer, plus d'une semaine. Donc il y a, à peu près toutes les communes affichent un calendrier autour de ça, d'actions. C'est un bon moment pour aller rencontrer, des acteurs du territoire, je sais pas où ce parent habite, mais voilà, en tout cas pour tous les parents qui écoutent, il y a forcément des actions autour de chez vous et donc c'est un super moment pour, aller leur parler, aux associations, aux bénévoles et cetera et peut-être identifier, des choses, très concrètes qu'on peut faire, quand on a 12 ans et puis aussi un autre rôle, c'est qu'aujourd'hui dans les écoles et je suis sûre que cet enfant, là dans son école, il y a des écodélégués et donc à 12 ans, on peut, c'est le moment là, il va y avoir des élections pour les délégués et les écodélégués. Donc devenir un écodélégué, c'est super chouette, parce que, du coup, on a la casquette, qui fait qu'on est, légitime à proposer plein de choses dans son établissement et on peut être entendu des enseignants et de la direction, en tant qu'éco-délégué et donc on peut venir proposer, des ressources comme Mission Impact, mais plein d'autres projets, faire venir des associations qu'il aura rencontrées, il ou elle aura c'est un petit garçon, une petite fille? C'est Une petite une fille. petite fille qu'elle aura rencontrée, tu vois, pendant la semaine du développement durable. Donc vraiment, j'encourage, quand on a envie de s'engager, à prendre ce rôle d'éco-délégué, à avoir se faire élire, parce que c'est la première fois qu'on veut se faire élire et puis avoir cet engagement, c'est une super belle façon, d'agir. J'ai découvert ça en préparant l'émission. Donc, en fait, les éco-délégués, ça date de 2020 C'est une obligation, hein. et c'est dans chaque collège et lycée qui mènent des projets pour l'environnement. Donc, si on n'a pas d'infos, faut demander au CPE ou au professeur principal. Et en fait, on peut faire des potagers scolaires, des journées sans plastique, du compost, du tri des déchets. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place et c'est une belle façon de s'engager à l'école sans attendre d'être adulte. Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique quiz parents pas largués, spécial planète et kids. Donc c'est parti. Alors Mika, je sais pas si tu as eu le temps de regarder l'épisode de la semaine dernière. Non. Mais en fait, la semaine dernière, j'ai annoncé que cette année, j'allais compter les points et comptabiliser les points de l'ensemble des chroniqueurs de Génération Parents. Et comme je sais que tu es très, très joueur, voilà, je vais maintenir un tableau des scores OK. et on verra qui a été le meilleur en quiz à la fin de l'année. Super. Alors, Il y aura un prix? mais oui, bien sûr qu'il y aura un prix. Ah! Attends. Attends, c'est pas sûr que ce soit toi qui gagne, hein? 10 000 €. Alors là, pour ceux qui nous écoutent, Amélia est en train de se redresser et ceux Ah qui oui, nous non, pas sur YouTube en mode c'est bon là, j'y suis, je vais gagner tout. On a son attention au max. à mon Allez, avis, pour le sujet d'aujourd'hui, je vais pas être le meilleur. donc allez, on est parti avec des questions sur l'écologie et l'engagement des enfants. Allez, question 1. À partir de quel âge un enfant peut-il devenir éco-délégué dans un collège en France? 10 ans, 12 ans, 15 ans? Si tu es élève de 6e et que tu as 10 ans, que tu te présentes, tu es élu. C'est bon, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Donc c'est Florence qui a le point. Question de quel pourcentage de 15-25 ans déclare que l'environnement est une priorité dans leur vie? 49%, 65% ou 79%? 79? 79. Ouais, 45. de l'ADEME. C'est une source de l'ADEME baromètre 2023. Tu l'as dit en intro, Pourtant, tu ils en as sont parlé. 9% à y participer activement. Allez, Florence, elle a 2 points. Question 3, question pour Mika. Quel jeu vidéo invite les joueurs à reconstruire un écosystème sur une planète polluée? A. Fortnite, B. Terranil, C. Animal Crossing. Terranil? Terranil. Oui, c'est ça, c'est Terranil. Vous l'avez dit en même temps, hein, je sais pas à qui je vais donner le point. Hein. Mais moi, j'ai Donc, fait style d'hésiter, en fait. Il y a donc gentleman. ce jeu a été salué pour son game design régénératif. Il ne s'agit pas de construire, mais de réparer la nature. Une entrée idéale pour parler d'écologie avec les ados.
Question 4. Combien de kilos de déchets produit en moyenne un élève par an? 5 kilos, 15 kilos, 30 kilos. 15. Ouais, 30, c'est Florence qui a raison. 70% de ces déchets sont des restes de repas ou d'emballage à la cantine, d'où l'intérêt du compost, du Ouais. tri et de la lutte contre le gaspillage à la cantine. Et heureusement, il y a de plus en plus d'établissements qui se saisissent du sujet avec plein de solutions pour ça, mais ouais, c'est vertigineux là encore. Ouais. Question 5. Quel dispositif permet à des enfants dès 11 ans de créer leur propre association citoyenne? A. Le service civique. B. Les scouts. C. La junior association. Et la junior association. Oui, il y a plus de 60 000 jeunes qui sont engagés dans la junior association depuis 98. Et par rapport à ta question, j'avais plus le nom de junior association, mais j'avais ça aussi comme réponse à proposer. Mais bon, c'est beaucoup plus lourd que d'être éco-délégué, mais même à 12 ans, tu peux créer une asso. Ouais. Alors, question 6. Vrai ou faux? L'éco-anxiété touche principalement les adultes. Faux. Faux, effectivement. En fait, 67% des 16-25 ans se disent très anxieux face à la crise climatique et 45% disent que ça affecte leur vie quotidienne. Et c'est une étude qui a été faite sur 10 000 jeunes dans 10 pays. Alors, question 7. Quel aliment consomme le plus d'eau pour être produit? 1 kilo de pommes, 1 kilo de riz, 1 kilo de bœuf. Bref. 1 kilo de bœuf. Alors, Ouais. 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. Une pomme, c'est 70 litres. Donc, vous voyez, la différence, elle est énorme. Combien de jeunes de 15 à 30 ans déclarent faire du bénévolat au moins une fois par mois en 2024? Ah, tu ne Là, proposes on est pas plus des sur petites l'engagement réponses, du là? général. Alors, il y a attendez. pas de A, réponse. 10%, B, 20%, C, 30%. 10%. Ouais, 10. Eh ben, c'est 30%! Les jeunes s'engagent. Alors après, c'est au moins une fois par mois. C'est C'est beaucoup pas une toutes fois les par semaines, mais mois. c'est déjà pas mal. Ouais, C'est déjà C'est déjà ça. pas mal. le chiffre me paraît énorme, c'est super chouette. Et alors, dernière question, la plus facile, parce qu'on en a parlé. Quel événement international invite petits et grands à ramasser les déchets dans leur ville ou leur forêt? A, la fête de la nature. B, le printemps des écoles. C, le World Cleanup Day. World Cleanup Day. Qui a lieu le samedi 21 septembre 2025 dans 190 pays. Waouh. Voilà, bravo à vous 3. J'ai gagné? Ah, c'est moi. Non, c'est Florence qui a gagné. C'est Florence qui a gagné. Ah, mais Mais c'est on vrai parce que moi, je comptabilise suis Bravo, invitée. Florence. Toi, tu pourras gagner la semaine prochaine. Bah oui. Oui, ces Bravo. invités sont pas comptés dans le tableau des scores. Bah Ouais. non. Non. Peut-être qu'on Allez, va pouvoir bravo. donner aux invités le pouvoir de donner leurs points. Ah, Oh, tu me rajoutes des règles dans les règles, Florence. Après, je vais avoir les chroniqueurs qui vont soudoyer les invités, etc. J'allais dire, je t'appelle après, Florence. Bon, allez, voilà qui conclut cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités, Florence, Mika, Amélia, pour cette discussion riche et inspirante. J'espère que vous repartez avec plein d'idées pour accompagner vos enfants. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.